Actualité et avenir de la politique pénitentiaire française. Écrit par Marc Daniel. En novembre 2022, la France a atteint le record absolu du nombre de détenus en France. Fort d'une surpopulation pénale haute de 119,2%, l'État français compte 72 809 incarcérés écroués, parmi lesquels 18 068 étrangers, soit près d'un quart de la totalité de la population pénale. On compte parmi elles environ 19 000 prévenus, soit des personnes incarcérées en attente d'un jugement. Tentant d'unifier la politique pénitentiaire, l'Union européenne dispose de nombreux éléments quantifiant les données européennes du champ carcéral. Parmi elles, les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe, SPES, comme statistiques produites par le Conseil de l'Europe. Il faut noter que la France a un taux de détention plus faible que la médiane européenne. Sur 100 cas habitants, on compte en moyenne 106 détenus en Europe contre 104 en France. L'Hexagone pêche par contre par ses capacités de places disponibles en établissements pénitentiaires. Si la moyenne européenne est de 96 places, la France fait d'office de mauvais élève avec 79 places en moyenne. De ce fait, une solution avancée qui pourrait paraître évidente serait l'expansion du parc pénitentiaire et la création de nouvelles prisons, élément défendu par tous les présidents successifs, sans être suffisant en raison du fait que les nouveaux établissements sont bâtis à un rythme trop faible, ne leur permettant que de remplacer les établissements vétustes. Un autre élément expliquant cette surpopulation carcérale de 116% est la différenciation des lieux d'incarcération. Par exemple, on note pour les maisons d'arrêt une moyenne de 130% de surpopulation carcérale, pouvant avoir des pics localisés de 150%, soit littéralement 150 personnes pour 100 places. Cette situation laisse apparaître de nombreux établissements pénitentiaires où des cellules de 9 mètres carrés se voient investies par 2 ou 3 personnes, certaines occupant des matelas à même le sol. La surpopulation carcérale est symptomatique d'une mauvaise gestion de l'État, étant le seul décideur en matière d'affectation et d'incarcération. C'est une politique trop restrictive d'affectation couplée à un rapport trop ingrat avec l'extension du parc pénitentiaire et une différenciation d'affectation trop rigide. Il est particulièrement difficile au regard de la loi et des décisions de la CEDH traitant de la dignité du détenu d'affecter un habitué d'un centre de détention ou d'une maison centrale vers une maison d'arrêt, acte faisant grief alors même que 7000 cellules sont vides sur la totalité du territoire et que le principe de l'encellulement individuel demeure un objectif primordial, défendu depuis 1948 et sanctionné par la CEDH par le biais du contrôleur général des lieux de privation. Il est également possible d'observer que la logique du tout carcéral peut sembler discutable. Si la moyenne de l'incarcération en France est de 10 mois, c'est qu'une grande quantité de petits délits se voient punis de courtes peines d'incarcération, suffisamment longues pour retirer au détenu sa profession, ses liens familiaux et son logement, éléments garantissant la stabilité de l'existence, tandis qu'elles paraissent trop courtes pour permettre un réel amendement. Faisant ce constat à l'aube du tribunal de Nuremberg, les réformes pour la mort de 1945 initieront un vaste mouvement vers la justice réhabilitative qui aboutira sur des peines alternatives, solution partielle des enjeux de la politique pénitentiaire qui sont probablement voués à se généraliser dès lors que l'on prend en compte qu'il y avait 190 564 personnes placées sous main de justice, PPSMJ, au 31 décembre 2021, parmi lesquelles un peu moins de 73 000 incarcérés, le reste étant donc sous l'égide des services pénitentiaires d'insertion et de probation, chargés de la mise en pratique des politiques réhabilitatives. Ainsi, le droit français a fait le choix de préférer à la politique répressive et à l'incarcération la solution des traitements alternatifs en milieu ouvert focalisés sur la réinsertion et un regard utilitariste, possibilité grandement permise par l'essor des nouvelles technologies. Brève histoire de la politique pénitentiaire. Le sujet que nous nous apprêtons à aborder est si large qu'il faudrait de multiples articles pour l'approfondir correctement sans pouvoir être exhaustif. Il n'est pas impossible que cela se fasse à l'avenir, mais pour le moment, nous nous arrêterons sur un résumé succinct. À l'origine, la prison vient du latin « prisio », soit « prendre », l'idée étant de s'emparer de quelqu'un pour l'immobiliser. La prison était originalement une mesure de sûreté permettant de s'assurer que le prévenu que l'on devait juger restait à disponibilité des juges, mais n'était pas constitutive d'une peine autonome. Une peine est indissociable de la notion de punition, là où la mesure de sûreté peut être préventive ou post-sententielle. La perception de la peine a évolué au fil des années. Si le féodalisme voyait dans la souffrance une partie intégrante de cette dernière, destinée à permettre au condamné de racheter ses péchés par la douleur ressentie, elle change aux alentours de la Renaissance pour devenir une notion focalisée sur l'utilitarisme. Ce que l'on commence à chercher, c'est la peine qui sera utile. D'ici, deux courants non exclusifs l'un de l'autre naîtront. Le premier cherche la peine qui permettra d'éviter à ce que le condamné, ou autrui, n'enfreigne la loi. Pour ce faire, on cherche les punitions qui se montreront suffisamment dissuasives pour éviter la recrudescence du banditisme. Dans ce courant de pensée,
l'on peut se remémorer les mots sévères de Joseph de Maistre, philosophe de la contre-révolution ayant principalement écrit durant la Révolution française qui considérait que « le bourreau est la pierre angulaire de la civilisation ». En opposition à cette pensée dissuasive naîtra le courant réhabilitatif, cherchant à identifier les causes du banditisme pour les endiguer, et une fois le trouble commis, s'assurer qu'il ne revienne pas. Cette école est intimement liée à la naissance de la sociologie, d'ailleurs deux écoles différentes s'affronteront durant tout le XIXe siècle, le positivisme italien et l'école sociologique. Or le positivisme italien incarné notamment dans Lombroso, considéré comme le père de la criminologie, les troubles sociaux et des infractions criminelles trouvent leurs origines dans un déterminisme d'ordre biologique. Lombroso élabore une longue énumération d'éléments physiologiques censés permettre de prévoir et de trouver le type de l'homme criminel. S'inspirant de multiples sciences de l'époque, dont la phrénologie, il aboutit à défendre une vision eugéniste de la société ne pouvant se pacifier que par l'élimination des gènes criminels. De l'autre côté, celui qui en son temps sera aussi influent que Durkheim, Gabriel Tarde. Pour Tarde, la cause de la criminalité se veut presque exclusivement sociologique, l'individu se construisant par l'imitation positive, je dois devenir celui qui j'admire, négative. Je dois éviter de devenir celui que j'observe. À ses yeux, reprenant à son compte le discours de Durkheim sur le suicide, la criminalité est un phénomène naturel et présent dans toute civilisation que l'on peut essayer d'endiguer et de restreindre, mais qu'il paraît utopique de vouloir dissoudre en totalité. Les travaux de Tarde sont particulièrement fournis et mériteraient un article à part entière, mais pour résumer, il devient l'un des fondateurs de la sociologie moderne tout en s'inspirant de la métaphysique de Leibniz, notamment en reprenant à son compte la monadologie. En résumé, chaque individu porte en lui le reflet de la totalité de la société, et renvoyant son reflet aux autres, permet une mise en abîme sociologique d'où découle la construction et la criminalité potentielle. Petit indice pour savoir qui a triomphé de cette longue lutte, la bibliothèque de l'École nationale de l'administration pénitentiaire a été baptisée « Bibliothèque Gabriel Tarde », devenant le premier des criminologues français à trouver un intérêt pratique. D'ici, les peines françaises ont évolué vers un modèle fortement réhabilitatif comme autre versant de l'utilitarisme. Si à l'origine, on tendait à identifier les causes de la criminalité pour la prévenir, ici, on cherche à adapter la peine pour qu'elle puisse tendre vers la réduction de la récidive. Ici, il faut noter l'influence titanesque de Beccaria, dont l'ouvrage « Des délits et des peines » se fait précurseur du modèle pénal français. À tel point que je conseille à toute personne curieuse de comprendre son fonctionnement actuel de le lire, tant il se fait visionnaire sur l'avenir du pays. Pour Beccaria, la peine se doit d'être dissuasive, elle n'est utile que si elle empêche quelqu'un de passer à l'acte. Ainsi, on procède à une rationalisation de la souffrance. On ne vise pas tant la douleur réelle que l'impression extérieure de douleur qui dissuadera. Ainsi, ce dernier cherche à abolir la peine de mort en raison de son aspect inhumain, mais aussi de son inutilité sur le plan dissuasif. Si la mort du supplicié Damien III n'a pas mis fin aux tentatives de meurtre, alors rien ne pourra le faire. Pour pallier ce fait, Beccaria, que l'on estime souvent être un humaniste, propose la mise en place de cachots très sévères aux conditions particulièrement rudes où les pires êtres humains seraient considérés comme des animaux et parfois montrés au public. L'idée d'une existence intégralement malheureuse paraissant plus dissuasive qu'un simple instant avant le trépas, si douloureux soit-il. C'est de cette manière que l'incarcération devient la peine de référence, et que l'esclavage perpétuel se destine à remplacer la peine de mort. Ainsi, les éléments sont en place pour une évolution du modèle carcéral. La conception de la prison comme punition autonome, puis comme peine de référence, mais aussi la prise en compte de l'aspect sociologique indétachable du passage à l'acte criminel. Finalement, la dernière étape sera une réaction vis-à-vis des exactions nazies. L'État vichiste et les différents États fascistes tenteront de remettre en place une logique punitive, rétributive, peine nécessitant de faire souffrir le condamné pour l'amender, trouvant un écho particulièrement inhumain dans l'industrialisation de la mort. Sous un angle juridique, les camps d'extermination n'étaient qu'une modalité d'application d'une politique pénitentiaire particulière. De ce fait, les États alliés entameront une politique en réaction et viseront à attribuer aux détenus une dignité nouvelle. Cette dignité nouvelle s'incarne dans Paul Amor. Magistrat résistant en 1944 finira à la tête de l'administration pénitentiaire dans l'instantané après-guerre. En mai 1945 passent les réformes Amor, cherchant à réorienter les objectifs de la prison qui devient l'obtention du reclassement social du détenu, inspiré par l'école de la défense sociale. De là commencera un long chantier vers la généralisation de la justice réhabilitative. Si de nombreux freins apparaissent, notamment dans les condamnations liées à la guerre d'Algérie ou la sinistre affaire Buffet-Bontemps IV, le ton est donné.
Alors que François Mitterrand vient d'être élu à la présidence de la Ve République, le garde des Sceaux Badinter comme militant abolitionniste obtiendra l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981. Depuis, la politique pénitentiaire ne fait que tendre vers plus de réhabilitation, légitimant l'absence de création de places supplémentaires par une généralisation des modèles de réinsertion en milieu ouvert. Le plan Chalandon de 1987 cherchant à obtenir 13 000 places de prison supplémentaires serait grandement entamé. On peut noter que le populisme pénal, dont nous parlerons plus bas, a amené la cohabitation Mitterrand-Chirac à introduire une peine de perpétuité incompressible pour remplacer la peine maximale, tandis que les réformes Perben II offraient plus de latitude et de sévérité dans la menée d'enquête sur le territoire français, permettant notamment de prolonger exceptionnellement les gardes à vue et la détention provisoire en cas d'affaires de terrorisme. Mais finalement, c'est la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui précise les objectifs actuels du service public pénitentiaire, à savoir qu'il participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes. Le ton est donné, mais si la portée de cette loi peut paraître évidente concernant les politiques de réinsertion, qu'en est-il pour la traditionnelle mission de sécurité publique, et la peine d'emprisonnement y étant attachée? Situation actuelle de la politique en milieu fermé. Pour comprendre la portée de la politique pénitentiaire française, il est nécessaire d'avoir à l'esprit les composantes et les prérequis à la détention. Pour débuter, les prisons sont découpées en plusieurs catégories. La France compte 187 prisons, réparties en différents types de structures pénitentiaires. Les maisons d'arrêt sont les prisons ayant pour objectif d'accueillir les prévenus, détenus en détention provisoire, soit avant jugement, et les personnes condamnées à des petites peines, moins de 2 ans. Il arrive que le jeu des affectations fasse résider des détenus lourds dans ce genre d'établissement le temps d'obtenir une affectation plus en adéquation avec ses besoins. Par la suite, nous avons différentes catégories d'établissements pour peines destinées à accueillir la population pénale. Les centres de détention accueillent les condamnés dont les chances de réinsertion paraissent élevées au regard des observations criminologiques. À l'extrême inverse, les maisons centrales accueillent les condamnés de longue peine, ceux pour crimes graves ou susceptibles de s'évader. Ce régime de détention priorise la sécurité et voit ses murs remplis de terroristes ou de membres du grand banditisme. On compte 6 maisons centrales dans l'Hexagone. Par la suite, les centres de semi-liberté qui correspondent à une catégorie admise en aménagement de peine permettant une détention souple amenant le détenu à sortir la journée pour exécuter différentes obligations, formation, travail, soins, tout en rentrant le soir pour être surveillé. Les centres pour peine aménagés permettent d'accueillir les détenus au plus grand potentiel de réinsertion. Il y a également les établissements pénitentiaires pour mineurs, qui comme le nom l'indique, sont occupés par des mineurs d'entre 13 à 18 ans. Les mineurs représentent 1% de la population incarcérée, soit 789 en 2021. Le dernier établissement pénitentiaire est le centre pénitentiaire. Il s'agit d'un établissement mixte comprenant des quartiers particuliers reprenant les différents éléments ci-dessus, permettant de faire cohabiter les quartiers pour mineurs avec un quartier maison centrale destiné aux lourdes peines. Comme expliqué précédemment, la surpopulation carcérale touche majoritairement les maisons d'arrêt. De même, ces établissements passent pour une véritable école du crime et pour cause. On fait cohabiter des détenus habitués aux courtes peines et bien ancrés dans la délinquance avec des prévenus, innocents au regard du principe de la présomption d'innocence. Opérant une véritable désocialisation de par l'enfermement, se couplant avec le recul des activités familiales et professionnelles, il n'est pas rare qu'un innocent étant détenu plusieurs mois finisse en sortant par adhérer au corpus idéologique propre à certains détenus. De même que la répétition des condamnations légères, loin d'effrayer le détenu, vient affaiblir la portée dissuasive de la peine, dès lors que celle-ci a été expérimentée. Ici, il nous paraîtrait plus sage de procéder à un dualisme et de différencier les établissements pour petites peines des établissements pour prévenus, ne serait-ce que pour garantir l'exécution effective du principe de la présomption d'innocence. Pourtant, le principe de séparation entre détenus et condamnés, ne serait-ce que dans le régime de la détention, doit être fermement séparé, empêchant par exemple une cellule d'être mixte. 5. De la même manière, il n'est pas autorisé de mélanger hommes et femmes, représentant 3,1% de l'ensemble de la population détenue en 2022, soit 2221, ou mineurs et majeurs. Cependant, le manque de ressources et le surplus des condamnés conduit à parfois devoir faire quelques entorses envers certaines règles, telles que le principe de l'encellulement individuel. Si on essaie de viser un détenu unique par cellule, la pratique n'est pas rare de voir 3 détenus par 9 mètres carrés. À ce propos, la Cour européenne des droits de l'homme rappellera, en menaçant de sanctions,
qu'une cellule de moins de 3 mètres carrés constitue une présomption de traitements inhumains et dégradants, pouvant donc donner lieu à des réparations pécuniaires et une condamnation de l'État. Au 1er juillet 2022, la France comptait 1872 matelas au sol. Vis-à-vis de l'objectif de sécurité, plusieurs éléments sont à prendre en compte. La sécurité passive et la sécurité active, ou dynamique. La sécurité passive est constituée de ce qui a trait à l'occupation de l'espace tels que les grilles, les barbelés, les murs d'enceinte, les miradors, les serrures métalliques. En bref, c'est la conception et l'optimisation de l'espace destiné à assurer une mission de sécurité et de contention. La sécurité dynamique, quant à elle, est constituée de tous les mécanismes de sécurité dépendant d'opérateurs humains pour être mis en place. Ici, l'on peut noter de larges évolutions, telles que l'introduction d'équipes locales de sécurité pénitentiaire, ELSP, en 2019, soit des équipes de surveillance mobile destinées à accompagner la surveillance interne et périmétrique de l'établissement. Elles concernent par exemple des patrouilles à l'extérieur des murs d'enceinte destinées à arrêter tout envoi de projectiles, drogues, armes, au-dessus du mur d'enceinte à destination d'autres détenus. C'est en 2003 qu'apparaît la plus grande innovation de la sécurité dynamique en la formation des ERI. Équipe régionale d'intervention et de sécurité. Fondée par Didier Lallemand, à l'époque directeur de l'administration pénitentiaire à l'échelon national, bien avant de devenir préfet de Paris, les ERI constituent une force d'intervention formée par le GIGN destinée à prévenir de toutes les opérations délicates. Spécialement formés à l'usage d'un matériel de pointe, leur mission consiste à escorter les détenus dangereux, à agir les premiers lors des émeutes de haute intensité ou lors des tentatives d'évasion. Ils peuvent également être mobilisés lorsque la situation nécessite des fouilles difficiles. Ainsi, l'administration pénitentiaire rattachée au ministère de la Justice depuis 1911 s'accapare au fur et à mesure des prérogatives se rapprochant de plus en plus des missions du ministère de l'Intérieur, brouillant les frontières entre les deux à tel point que 2 candidats à la présidentielle de 2017 et 2022 demanderont le rattachement effectif des forces pénitentiaires à ce dernier 6, de par son statut de 3e force de sécurité intérieure. On compte aujourd'hui sur 41 000 agents pénitentiaires, environ 30 000 surveillants tous grades confondus contre 5 000 agents de réinsertion, les personnels restants confondant personnel de direction, administratif et technique. Il paraît important de noter que la politique pénitentiaire tolère depuis des années la surpopulation de par la mise en place de moyens techniques efficients. L'on peut compter par exemple sur l'évidente surreprésentation des caméras de surveillance, ou la dotation en HKG36 pour les ERI, ainsi que les grenades de désencerclement, mais force est de constater que la technologie joue un rôle plus que conséquent au sein des établissements pénitentiaires. Si les miradors, désavoués par un décret de 2010 sous Sarkozy, leur préférant une surveillance informatique, moins onéreuse, blindés permettent d'observer en permanence les détenus sans risque, on compte également le découpage architectural en postes de contrôle et en relais comme autant de proxys indépendants et autonomes les uns des autres. L'on peut aussi noter que devant la recrudescence des téléphones illégaux en cellule, originaires soit de l'extérieur pendant une balade, soit camouflés pendant les parloirs ou encore par la corruption du personnel carcéral gangrénant tous les services, l'administration pénitentiaire a cru bon d'investir dans des brouilleurs, permettant de totalement neutraliser les ondes radio au sein de l'enceinte. Certains dispositifs plus coûteux permettent non pas de brouiller les conversations, mais de les enregistrer, les données étant ensuite récupérées par le service de renseignement pénitentiaire, les diffusant entre autres à la DGSI et aux forces de police. Les innovations matérielles permettent également de lutter contre la technologisation du crime. Les années 2010 ont vu apparaître par exemple l'importation de drogue depuis l'extérieur au moyen de drones. Ici, 2 éléments ont été usités. Un simple filet en Kevlar tissé suffisamment finement pour empêcher au drone l'accès à la cour, ou également un canon à ondes, capable de griller les processeurs de l'aéronef et de le désactiver à distance, et de simples brouilleurs fixes. Les fouilles comme prérequis nécessaires à la sécurité du personnel se voient compléter de nombreux moyens. Au-delà de la simple possibilité de fouiller le matériel électronique à disposition, il existe de nombreux outils destinés à la sécurisation de l'établissement. En vrac, le portique de détection de masse métallique, à l'image des aéroports, ce dernier se voit généralisé à l'entrée des prisons. Plus fin, le magnétomètre permettant d'affiner la zone de contrôle et d'identifier des composants non métalliques, tels que de la céramique. Finalement, les établissements les plus tendus, tels que Fresnes ou Fleury-Mérogis, possèdent des drones de surveillance permettant à un surveillant seul de concrétiser le fantasme de Foucault. Ce dernier voyait dans l'organisation des panoptiques, soit un modèle d'architecture carcérale conçu par Bantam consistant en un mirador central permettant d'observer la totalité des coursives, soit toutes les personnes incarcérées autour en contrebas, comme l'apogée de l'aliénation et de l'impression de contrôle permanent, le détenu étant incapable de savoir derrière les vitres teintées si le surveillant l'observe.
engendrant une paranoïa facilitant le contrôle. Le panoptique n'ayant plus besoin d'une tour centrale, ce sont de multiples petits robots dotés de caméras qui surplombent la prison, autant pour suivre les mouvements internes que pour suivre les perturbations originaires de l'extérieur, habilités par exemple à suivre le véhicule d'un individu pris en flagrant délit de soutien à un détenu. Les innovations peuvent également porter sur la réduction de coûts de construction. Ainsi, l'utilisation de matériaux peu onéreux prendra peut-être de l'ampleur. Une dynamique similaire s'est déjà vue avec le centre de semi-liberté de Saint-Martin-Boulogne, dont les cellules sont composées de vieux containers maritimes récupérés par le groupe Eiffage. Ainsi, l'administration pénitentiaire se modernise efficacement pour faire face aux périls grandissants, tels que le prouve la présence de plus en plus présente d'informaticiens destinés à protéger les logiciels maintenant sous écrou les détenus, mais force est de constater que les principales avancées dans le secteur pénitentiaire concernent principalement les politiques de réinsertion 8, devenant si massives qu'elles sont en voie de supplanter la politique traditionnelle de la détention. Situation actuelle de la politique en milieu ouvert. Plusieurs éléments sont à différencier ici. Expédions dans un premier temps la notion de « prison ouverte ». Pour faire simple, il s'agit d'établissements dans lesquels n'existe aucun procédé de sécurité passive. Ici pas de mur, ni de mirador, juste quelques gardiens. Ces établissements, parfois combinés avec des logiques de progressivité, un détenu obtenant une qualité de détention de plus en plus permissive au fur et à mesure de son bon comportement, ont été conçus afin de permettre aux détenus de s'autonomiser en vue d'un retour à la vie civile. Une « sortie sèche », comprise comme une sortie sans aucune préparation ni aménagement, étant le meilleur moyen d'engendrer un récidiviste. La prison ouverte de France la plus connue est Casabianda. Installée sur les côtes corses, il n'est pas rare d'y observer des détenus se reposer sur la plage après avoir travaillé dans les terres agricoles locatives au sein desquelles ils doivent une activité professionnelle. Aussi étrange que cela puisse paraître, on ne compte pas plus d'une unique tentative d'évasion en plus de 20 ans. Le traitement particulier est si favorable que les détenus, conscients de leur chance, tendent à respecter le peu d'obligations qui leur restent. Le rapport Gontard semble observer un taux de récidive ainsi qu'un coût de construction bien inférieur à la norme, tout en précisant que cela n'est pas indétachable du fait que seuls les détenus les plus prometteurs y sont envoyés. Si cette politique de prisons ouvertes a fait ses preuves dans les pays du nord de l'Europe, elle perce difficilement en France, ce qui n'empêche pas à d'autres processus de justice réhabilitative de s'imposer. Effectivement, bien que la justice réhabilitative soit dans le débat public depuis la réforme à mort, force est de constater qu'elle s'ancre de plus en plus dans le paysage juridique actuel, comme le précise la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 rappelant que le service public pénitentiaire contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. La Direction des services pénitentiaires d'insertion et de probation, SPIP, se découpe en plusieurs directions interrégionales, étant un service déconcentré d'État, elle-même divisée en 103 antennes locales d'insertion et de probation, soit l'échelon le plus proche au sein duquel se rencontrent professionnels et les usagers involontaires du service public. 9 rassemblant environ 5300 personnes, les personnels de l'insertion et de la probation ont pour objectif de faire en sorte que la détention en milieu fermé soit la plus utile possible pour le détenu, par l'obtention d'une formation, ou d'un soin particulier par exemple. En milieu ouvert, elle cherche plutôt à obtenir le bon déroulement de la sanction, et à conseiller le magistrat vis-à-vis de la sanction la mieux adaptée pour chaque détenu, suivant l'éternel principe d'individualisation de la peine. Le SPIP cherche également, et c'est peut-être sa plus grande mission, à lutter contre la récidive. Les SPIP français composent notamment avec une grande quantité d'aumôniers. L'idée étant que la pratique d'un culte sociabilise l'individu et peut l'éloigner de ses aspects mortifères. La pratique du culte est donc généralement encouragée. Les aumôniers ne sont sélectionnés que parmi une liste assez restreinte parmi laquelle demeure une obligation de diplôme, censée garantir la capacité à désamorcer les processus de radicalisme religieux. Le SPIP comportant bon nombre de criminologues peut être perçu comme les descendants directs de Gabriel Tarde. À la croisée de la psychologie, de la psychiatrie, de la sociologie et du droit, les représentants de cette matière multidisciplinaire se sont formés des suites de plusieurs grandes vagues. Dans un premier temps, les comportementalistes ont joué un rôle capital. Parmi eux, deux grands noms, Pavlov et Skinner. Ils ont respectivement démontré que l'on pouvait pousser un animal à réagir psychologiquement après habitude, appuyant le critère acquis de certains comportements. Skinner quant à lui démontrera qu'il est possible de faire agir par automatisme un animal après l'avoir soumis à un conditionnement par l'action. Dans l'expérience de Pavlov, une sonnette sonne à chaque fois qu'un repas copieux doit être servi à un chien. Après un long conditionnement, il est observé que le chien génère de la salive dès le tintement de la clochette, sans attendre de faire face au repas. Skinner quant à lui enfermera un rat dans une salle avec des boutons.
le rat dispose rapidement d'un comportement rationnel dès qu'il comprend qu'un bouton est uniquement destiné à la récompense, nourriture, tandis qu'un autre est exclusivement réservé à la punition, choc électrique, mais Skinner poussera l'expérience plus loin. Il démontrera que quand le bouton permet de disposer aléatoirement de nourriture, d'eau, de choc électrique ou totalement sans effet, le rat par un calcul gain-bénéfice prendra l'habitude d'appuyer en permanence sur ce bouton à chaque fois qu'il aura un besoin particulier. Ces éléments seront utilisés par la criminologie pour observer le rapport entre sociabilisation et comportement. Point intéressant, les jeux Diablo fondateurs des hack and slash s'inspirent grandement des travaux de Skinner pour déterminer la fréquence d'apparition de loot et s'assurer d'un maximum de concentration de la part de son joueur. La seconde grande vague de la criminologie s'est construite à partir des cognitivistes, parmi lesquels Bandura. L'expérience de Bandura est simple. On enferme un enfant dans une salle avec plusieurs jouets, dont un clown. Dans l'expérience témoin, un adulte symbole d'autorité entre, sourit, et repart en laissant l'enfant jouer de manière autonome. Dans la seconde expérience, l'adulte joue avec le clown avec un grand sourire et tendresse. Lors de son départ, l'enfant imitera son geste. Si l'adulte se comporte avec cruauté et hurlement, l'enfant panique et se met à pleurer, comprenant que quelque chose d'anormal et de grave se passe. Mais que se passe-t-il si l'adulte fait preuve de comportement violent tout en souriant et en rigolant? Les signaux positifs envoyés à l'enfant trouvent écho en lui. Une fois l'adulte parti, l'enfant imitera l'adulte en se montrant viol avec le mannequin. Voilà comment l'éducation permet d'intérioriser des comportements violents. Pour désamorcer ces éducations, le SPIP mobilisera les compétences des thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles. Ainsi, le SPIP se sert en permanence des dernières innovations médicales pour éduquer les PPSMJ. Traitements psychiatriques, partenaires paramédicaux, entretien psychologique, application de la théorie RBR10, le traitement en milieu ouvert semble autant nécessiter une maîtrise du champ social que du champ psychique. Pour caricaturer, si un SDF devenait viol du fait de sa situation de famine nécessitant le vol pour se nourrir, le conseiller pénitentiaire essaierait de lui trouver un logement et des aides sociales pour endiguer la situation criminogène. De même, la sociabilité étant nécessaire à la stabilité, il sera essayé de favoriser son introduction à divers groupes sociaux, ou tout simplement à une profession. Ces éléments se rejoignent particulièrement dans le suivi socio-judiciaire, imposé lors de profils lourds. Au-delà de ces produits psychologiques, le SPIP met en place les aménagements de peine rendus intégralement possibles par le progrès technique. Par exemple, les prévenus lourdement suspectés en attente de leur condamnation peuvent se voir assimiler une assignation à résidence sous surveillance électronique, ARS. Le principe est simple, la personne portera à la cheville un bracelet et sera cantonnée à un secteur délimité pour ses déplacements, souvent l'habitation, à l'exception de quelques moments libres destinés à l'exécution des obligations. Travail, famille, courses. En tant que peine autonome ou aménagement, il existe de nombreux équivalents. La détention à domicile sous surveillance électronique, DDSE, est une interprétation moderne de l'emprisonnement. L'emprisonnement se traduit comme la privation de la liberté. En cela, la DDSE permet de cantonner un individu à domicile, faisant de son habitation sa cellule. La peine attribuée est similaire à l'emprisonnement, mais ne nécessite pas d'infrastructure supplémentaire. Réflexion d'autant plus intéressante quand on sait qu'il est possible même pour les personnes incarcérées de disposer de jours de sortie sous conditions, notamment l'absence de mesures de sûreté. Différentes nuances de cette même peine existent. Il est possible de disposer d'une liberté d'action la journée mais de devoir rentrer le soir, semi-liberté, ou de devoir résider dans un lieu particulier sans porte close, placement extérieur. Cependant, 3 dispositifs méritent encore d'être décrits ici. Premièrement, ce que l'administration pénitentiaire appelle le PSEM, le placement en surveillance électronique mobile. Cette mesure de sûreté accompagne le détenu après sa libération. L'idée est simple, si les études criminologiques tendent à démontrer qu'un détenu reste dangereux y compris à la fin de sa peine, alors il sera possible de le suivre à la trace au moyen d'un bracelet électronique pour s'assurer de l'absence de récidive. Ce dispositif particulièrement lourd tend à permettre une surveillance ad infinitum de l'individu dangereux, tant que sa dangerosité est avérée, et que la mesure de sûreté n'est pas au bout de sa durée. Comme pour tous les bracelets, le fait de le couper ou d'essayer de couvrir le signal sera immédiatement repéré et donnera suite à une semonce, suivie d'intervention des forces de l'ordre. Très proche de ce modèle, on peut identifier le bracelet anti-rapprochement. Ce processus permet d'alerter les forces de l'ordre dès lors qu'un individu s'approche d'une ancienne victime, lui interdisant d'entrer dans un périmètre particulier. La victime peut elle-même se voir offrir un téléphone grand danger, soit un instrument en ligne directe avec la police, à disposition de la victime. Le dernier élément est le travail d'intérêt général.
Considérant que les courtes peines de prison sont inefficientes à lutter contre la récidive et à préparer la réinsertion de la PPSMJ, il est considéré que deux solutions existent, l'amende, qui servira à financer l'État et indirectement l'intérêt de la nation par les caisses des collectivités, ou le travail d'intérêt général. Cette peine est une obligation de travailler sans rémunération. Ressuscitant la logique du bagne, l'amendement et l'utilité se trouvent dans le travail, parfois se couplant avec une formation professionnelle et permettant une plus-value non négligeable pour les employeurs. Si pour le moment seules des personnes publiques peuvent se servir de tigistes, certains parlementaires tendent à vouloir étendre ce système pour des personnes privées. Entre esclavage temporaire et bagne, les institutions publiques partenaires ont fini par concevoir une application permettant de synchroniser tous les tigistes afin de réguler l'affectation de chacun d'entre eux en fonction des besoins de l'État. Certaines municipalités employant ainsi en permanence des tigistes et cherchant à les embaucher à l'issue de leur peine. Ainsi, nous venons d'observer la logique générale de la politique pénitentiaire française, mais loin de se faire sans heurts, l'administration pénitentiaire a à faire face à de nombreux défis. Problématiques organiques du monde carcéral. Comme nous l'avons énoncé précédemment, le monde carcéral a affaire avec le problème de la surpopulation. Une illustration de plus de l'expérience du cloaque comportemental, où une colonie de rats évoluant librement dans un milieu clos finissait par se reproduire jusqu'à ce que la promiscuité, insoutenable, aboutisse à de multiples cas d'agression gratuite et de cannibalisme. Ainsi, la présence d'un surplus d'individus au même endroit stimule l'agressivité. Associé au monde pénitentiaire, cela empêche le bon déroulement de la peine et entrave la possibilité de la réinsertion. De plus, ce climat délétère favorise ce que la criminologie appelle la culture carcérale, soit l'ensemble des comportements sociaux propres au milieu pénitentiaire à adopter pour survivre. Le problème étant que ces habitus bénéfiques en ce microcosme particulier, être capable de violence, savoir manipuler les bons détenus, pratiquer la délation contre des avantages, s'identifier à un groupe dominant tel l'islamisme radical, 11, deviennent néfastes à l'extérieur. Cette surpopulation carcérale peut être issue d'un nombre trop faible de places ou d'un surplus de petites peines. Étant principalement localisée dans les maisons d'arrêt, de là il paraît nécessaire de bâtir de nouveaux établissements ou d'étendre les modèles alternatifs. Jusqu'aujourd'hui la plupart des gouvernements se contentaient de remplacer les établissements vétustes, n'étendant que très peu le parc pénitentiaire malgré la hausse constante du nombre de condamnés. De même, les prisons bâties sont de petite taille en majorité. Ici le problème est double, si une prison plus petite assure moins de places, elle assure en revanche un meilleur climat de travail pour les surveillants, ce qui est important dès lors que l'on observe une grande difficulté de recrutement au sein de l'administration pénitentiaire. Effectivement, encore aujourd'hui, le « maton » passant pour un sous-policier, le corps de surveillance est majoritairement composé des rebuts des concours de la police nationale, et constitue bien souvent le dernier objectif des étudiants visant le régalien, derrière la police, l'armée et la douane. En 2019, seuls 20% des inscrits au concours de surveillants se présentent aux épreuves, tandis que 10% des titulaires quittent l'administration dans les 3 ans qui suivent la réussite au concours. Ces éléments sont symptomatiques d'un sentiment de manque de reconnaissance qui s'ancre dans de nombreux mouvements sociaux, tels qu'en 2016 ou en 2018. D'autres éléments justifient la difficulté de recrutement. Par exemple, le salaire, inférieur à celui des grades équivalents dans la police nationale qui s'accompagne d'une interdiction absolue à faire grève ou à être absent à son emploi sous peine de graves sanctions disciplinaires. Cette interdiction provient d'une ordonnance du 6 août 1958 où la grève des surveillants aurait signé l'arrêt de mort des détenus à une époque où les prisons algériennes étaient pleines de partisans du FLN et de l'OAS. Cette interdiction a été confirmée en 2019 avec l'adoption du Code de déontologie pénitentiaire, précisant en l'article 29 son obligation de respecter des conditions précises, telles que l'impossibilité de mettre fin à la continuité de son service pendant la grève. Les salaires tendent à augmenter, les conseillers pénitentiaires ont vu leur statut s'améliorer, passant de fonctionnaires de catégorie BA, ce qui apaise les tensions des titulaires, sans pour autant stimuler le recrutement. 12. Le métier étant d'autant plus dangereux qu'il est possible pour le détenu d'exercer un recours contre chaque action faisant grief, incluant tout déplacement de cellules ou d'établissements pénitentiaires, ce qui soumet le personnel de surveillance à une véritable rigidité pouvant se conclure sur des faits graves. 13. Ces derniers appellent à une amélioration de leur statut et à des avantages proches de ceux des militaires, notamment concernant les réductions de tickets de train. Sachant que près de 70% des professionnels pénitentiaires viennent des Hauts-de-France, une grande majorité se voit contraint d'abandonner sa région sans contrepartie en se pliant aux volontés de la hiérarchie, l'intention de bâtir une vie de famille ne justifiant pas d'aménagement, contrairement à la majorité des autres structures de l'État, forces armées comprises. Un autre défi consiste en la récidive, qui si elle tend à baisser pour la plupart des infractions,
continue de monter de façon exponentielle pour les délits en bande organisée, notamment le trafic de stupéfiants, d'autant plus que les prisons servent de réseau pour de nombreux usagers cherchant des contacts. Le processus d'incarcération volontaire n'a rien d'exceptionnel, et certains surveillants en jouent. Il est de notoriété publique et reconnu que l'administration pénitentiaire compose avec une part non négligeable de corrompus, à l'image de celui ayant été payé pour laisser à Redouane Faïd des bombes de peinture ayant servi pour l'évasion de Sogda. Un dernier élément important apparaît dans ce que le ministère de la Justice nomme le « populisme pénal ». Le populisme pénal peut être défini comme le dévoiement de la justice qui inclut ou privilégie la réception populaire de la sanction par rapport à la primauté du droit. 14. Ainsi, la notion de populisme pénal induit l'idée que la population, d'où est censée découler la légitimité de l'État, ne comprend pas la portée de la politique pénitentiaire et se montre incapable d'élaborer une conception cohérente de la peine. De là, il conviendrait d'admettre que les émotions ressenties au sein de la population vis-à-vis d'un traitement trop doux sont illégitimes, et ainsi, à ne pas prendre en compte. Pire, le ministère de la Justice cherche de plus en plus à éduquer ses usagers du bien-fondé des politiques de réinsertion, bien qu'il paraisse plus qu'incertain qu'une course de cartes aide à l'amendement et au reclassement social des détenus de Fresnes. Ainsi suivre les attentes du peuple reviendrait à essayer de contenter un ignare vis-à-vis d'un sujet technique qu'il serait incapable de saisir. Sur ce point, nous devons nous montrer en désaccord et élaborer une petite réponse. À mes yeux, le contrat social sur lequel se fonde la société repose sur la notion de vengeance. Chaque individu accepte d'abandonner sa vengeance personnelle, à la condition que la justice soit suffisamment sévère pour pouvoir s'y substituer. La loi du talion paraît plus pacificatrice que la vendetta générationnelle entre deux familles rivales. Ainsi, expliquer que la population ignare est incapable de comprendre la portée des ambitions juridiques et devrait donc s'enfermer dans le mutisme plutôt que de s'émouvoir qu'un meurtrier et un violeur jouent ensemble dans une course de cartes, me semble problématique. C'est un problème car, l'administration pénitentiaire étant au service de l'État, lui-même organe censé être au service de la nation, il paraîtrait assez rationnel que cette dernière vise à satisfaire ses contribuables, à l'image des actionnaires d'une entreprise cherchant des résultats satisfaisants. Deuxièmement, rejeter la soif de punition comme un souhait infantile et ignare détaché des réalités se fait elle-même détacher des réalités. La tendance à la vengeance prend le devant quand la justice n'accomplit pas son rôle de disjoncteur social. La plus belle illustration paraît dans l'affaire du bijoutier de Nice qui, fatigué de la passivité de l'État, avait décidé de se défendre lui-même à coups de fusil lors d'un cambriolage. Ainsi, le populisme pénal s'incarne dans les enquêtes Jaurès de 2018. En 2000, 89% des Français souhaitaient un renforcement des programmes de réinsertion, contre 72% en 2018. De même, si en 2018% des Français considéraient que les prisonniers étaient trop bien traités, ce taux a grimpé jusqu'à 50% en 2018. Même si je pense à titre personnel qu'il est juste qu'un individu obtienne justice en appliquant une sanction, l'élément du juste ou injuste du populisme pénal ne devrait pas entrer en compte. Il s'agit d'une réalité sociologique qui fonde la légitimité de la justice, et constitue un problème des plus sérieux. Si la perte d'efficience des forces de police justifie la recrudescence des achats d'armes, légales comme illégales, il y a fort à parier que la disparition progressive de l'aspect punitif de la peine, même si on la concevait comme juste, finisse par aboutir à des comportements d'autodéfense et de vengeance personnelle, voire une recrudescence des vendettas. 15. Prospection sur la prison de demain. De ces éléments, il est possible d'élaborer plusieurs modèles théoriques vis-à-vis des possibilités pénitentiaires de demain. Dans un premier temps, le faible coût de la mise en pratique des modèles alternatifs à l'incarcération ainsi que l'absence de logistique nécessaire semble tendre vers un approfondissement des peines à base de bracelets, devenant une extension sur le long terme du confinement lié au Covid. D'ailleurs, la généralisation de l'utilisation de ces bracelets tend à la création d'une surveillance pénitentiaire mobile destinée à vérifier les infractions commises par les porteurs de bracelets, ce qui libérerait la police d'un poids certain en leur permettant de se focaliser à part entière sur leur propre mission. La pénitentiaire mobile semble une meilleure solution sur le long terme que l'emprunt permanent fait à la police nationale. Par contre, difficile d'envisager la fin du manque de place par l'apparition de prisons austères sur le modèle du shérif texan Arpaio, tant les normes européennes imposent une qualité de vie décente pour ces détenus, incompatible avec des simples lieux de détention de toile et de barbelés. Ensuite, la dynamique de hausse de salaire et de statut des personnels pénitentiaires ne semble pas près de s'arrêter. D'ailleurs, certains élaborent la possibilité de créer de nouveaux grades améliorant leur statut 16, ce qui est déjà en cours. Avec l'apparition du chef des services pénitentiaires, grade de direction entre le lieutenant et le directeur. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à ce que les établissements sécurisés soient limités pour les détenus particulièrement dangereux,
tandis que les nouvelles destinées à accueillir un public faiblement criminogène deviennent de faible facture, peu onéreux. De même, la nécessité de séparer les prévenus des condamnés et d'endiguer la surpopulation pourrait amener à dissoudre les maisons d'arrêt au profit d'un dualisme séparant les uns des autres. Il nous paraît nécessaire ici de parler des coffins hôtels, au Japon. Le principe est simple, pour optimiser l'espace, des bâtiments sont composés exclusivement de chambres de 2 mètres sur 1 mètre, étalées les unes sur les autres. Bien que la Cour européenne des droits de l'homme s'y opposerait, considérant qu'une cellule de 3 mètres carrés et moins est constitutive d'un traitement inhumain, il est possible que l'avenir conduise à choisir cette possibilité. Nous rappelons que le principe de l'encellulement individuel, bien qu'en vigueur en France depuis des décennies, n'a jamais été effectif. La réalité virtuelle, quant à elle, a déjà été essayée pour éduquer un détenu contre ses tendances violentes et agressives sexuellement. En expérimentation en Espagne, il est possible d'imaginer que ces plateformes se généralisent à l'avenir. Les plus sévères d'entre nous pourront même imaginer la possibilité d'enfermer le détenu dans une prison virtuelle au moyen d'un casque VR, lui faisant subir un analogue de la proposition du basilic de Rocco, 17. D'autres éléments exogènes sont à prendre en compte, tels que la puce de Musk. Il est incontestable que la généralisation de prothèses connectées au sein des individus deviendrait également utile pour suivre et analyser les comportements des détenus et faciliter la surveillance. De même, les drones pourraient se généraliser, un pilote de drone couvrant une surface bien plus élevée que n'importe quelle caméra, il semble que cette surveillance soit plus efficiente, ce qui amènerait le monde pénitentiaire à se doter de techniciens et d'ingénieurs en plus grande quantité. Économiquement, nous devons noter la montée en puissance des établissements bâtis par des entreprises privées puis occupés par l'État contre un loyer. Ce modèle permet à l'entreprise privée de remplacer la régie de l'État et de placer son personnel à tous les postes détachés du pur régalien. En bref, dans ces établissements, les techniciens, le matériel, les cuisines et le personnel de nettoyage appartiennent à des privés, l'État se limitant à organiser la sécurité. Cependant, compte tenu de la difficulté grandissante de la part de l'État français à obtenir des effectifs satisfaisants de surveillants, les concours disposant toujours de plusieurs centaines de places de plus que de candidats, dont le niveau d'admissibilité a été baissé à mai 2020, il n'est pas impossible d'envisager à l'avenir que le secteur privé obtienne également la possibilité d'organiser à son tour la sécurité, copiant le modèle carcéral en vigueur dans certains États américains. Peut-être verrons-nous de notre vivant des énormes centres de détention possédés et intégralement gérés par Bouygues ou Sodexo, déjà très implantés. Finalement, nous devons envisager la possibilité d'une réaction de l'État vis-à-vis du populisme pénal grondant. La population reste majoritairement favorable à la peine de mort, et se rappelle fréquent ainsi que la tendance de plus en plus populaire orientée vers un retour de la justice répressive amène la possibilité d'une justice cédant face aux demandes de la population et à cherchant une alternative plus sévère pour les pires détenus, sans pour autant revenir à la peine capitale. On pourrait bien voir concrétiser la volonté du député Michel Aurillac qui proposait en 1981, comme peine de substitution à la peine de mort, la construction d'un bagne dans les terres australes et antarctiques françaises. Si à l'époque, on lui avait rétorqué en partie que l'objectif se voyait architecturalement trop difficile à mettre en place du fait des difficultés techniques et du prix de la manœuvre, il nous semble que ce problème ne serait plus d'actualité. Il pourrait même s'agir d'une solution bien trouvée au peuple qui gronde, car à l'inverse de la peine de mort, aucune convention internationale ni traité européen n'interdit une incarcération en milieu glaciaire, ni la construction d'une prison ouverte au milieu des TAAF. À la condition d'un travail non obligatoire proposé sur place, rien ne semble s'opposer juridiquement à la concrétisation de cette option déjà mise en place par d'autres États.